Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. On est ensemble jusqu'à 20h. On parle de la sécurité, des agents de sécurité. La filière des agents de sécurité, justement, veut surfer sur les succès des JOP 2024 pour gonfler ses rangs. Aujourd'hui, il n'est plus question de vigile, mais d'agents de prévention et de sécurité. L'enjeu pour le secteur est de pérenniser, évidemment, ses emplois après JO. On va en parler avec nos invités ce soir. Nadine Crinier, qui est avec nous, directrice régionale de France Travail. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Thibaut Dublanchet, qui est avec nous, dirigeant de la société AK Sécurité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Et Juliette Troquier, directrice générale de BSPR, une structure spécialisée dans la sécurité résidentielle. Bonsoir. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Alors, attirer, former, fidéliser les talents de la sécurité privée, ça n'est pas une mince affaire. Nadine Crinier, merci d'être avec nous, directrice régionale de France Travail. Parce que d'abord, c'est un métier qui est plutôt assez mal connu, avec énormément d'idées reçues. Alors, vous avez sur France Travail fait un travail assez exceptionnel, puisque vous avez essayé de répondre aux questions ou aux idées reçues qui étaient assez régulièrement posées dans le cadre d'une offre d'emploi. On va les dérouler les unes derrière les autres sur le temps partiel, par exemple. On a l'impression finalement que les agents de sécurité, c'est un peu comme ça. En fait, c'est très encadré. Alors, dans la sécurité, il y a plusieurs métiers. Il y a les métiers de la sécurité tels qu'on les imagine quand on va dans des lieux commerciaux, mais en fait il y a plein d'exercices dans des bâtiments privés, dans des bâtiments publics. Et puis ce qu'on a découvert avec les JO, c'est l'événementiel, oui, bien sûr, et qui était assez peu connu de l'ensemble des personnes, des demandeurs d'emploi, mais aussi des étudiants, des retraités qui ont travaillé aussi sur ces grands événements. Et ça a été vraiment une explosion, à la fois en présentant les métiers. Effectivement, il y a des idées reçues, posons-les. Oui. Il n'y a pas de femmes, il faut être judoka pour exercer dans la sécurité. C'est un métier où il n'y a pas un travail intellectuel. Tout ça, c'est faux. Et puis les conditions de travail, effectivement, c'est comment on peut proposer à des personnes, et notamment en recherche d'emploi, qui ont besoin de vivre, d'assumer un loyer et l'ensemble des postes économiques, et bien comment leur proposer une activité qui leur permette d'avoir soit plusieurs contrats dans un mois, parce qu'il y a aussi des gens qui choisissent cette façon de travailler. La mobilité, en fait. Voilà, ou bien effectivement de pouvoir avoir des contrats à temps plein, et il y en a aussi dans la sécurité privée plus traditionnelle. Et puis les femmes. Oui, voilà. Parce que c'est important. Oui. Un secteur où il y a à peine 11% de femmes quand on a démarré en septembre 2022. Comment on explique ça? Est-ce que c'est pareil, un problème de désinformation ou de manque d'information, de dire qu'effectivement des gros muscles, voilà, c'est l'image qu'on en a un petit peu. Oui, parce que au fond, c'est quand on regarde la façon dont les activités s'expriment, on voit que des hommes. Donc instinctivement, on se dit c'est pas pour nous. Donc pour transformer ça, il faut une démarche hyper volontariste. Nous, on avait des femmes des sociétés de sécurité privée qui venaient présenter leur métier. Et tout de suite, ça changeait le regard des personnes en recherche d'emploi ou des étudiantes, de se dire ah oui, c'est aussi pour moi. Et d'ailleurs, on a eu des trajectoires assez remarquables de femmes embauchées qui en quelques mois sont devenues chefs d'équipe. Et donc, c'est vraiment un métier aussi où la réglementation est importante, où la relation de service, comment vous déminez des situations. Et donc, c'est ouvert à tous les profils. Il y a beaucoup d'humains dans ces métiers, c'est important de le dire. La réassurance, la capacité à analyser une posture, à aller vers pour tout de suite aller à la rencontre, déminer les situations, et puis travailler aussi avec les autres collaborateurs de l'entreprise ou des autres sociétés de sécurité qui sont sur place. Donc ce sont des qualités qui sont offertes à tous. Absolument. Quel que soit le genre. On parle aussi beaucoup de personnes pensent que ce métier est un métier de nuit, exclusivement de nuit, ce qui n'est absolument pas possible. Mais si c'est un métier de nuit aujourd'hui, ça veut dire que derrière, il y a une revalorisation ou des primes qui sont ad hoc en fait. Alors c'est un métier qu'on peut exercer effectivement quand vous êtes sur des événements. Ça peut être la journée, mais aussi en soirée. Donc il y a bien sûr des accessoires de traitement qui sont liés aux horaires
qui sont réalisés aux périodes où vous le faites soit très tôt le matin ou tard le soir, comme dans tous les métiers d'ailleurs. Et puis aussi, ça peut correspondre à des besoins d'une famille, de pouvoir avoir des activités avec des horaires décalés. Parce qu'au fond, on projette vers les autres, ceux qui recherchent des emplois, nos propres contraintes des métiers, alors que c'est plutôt des conditions d'exercice qu'il faut connaître, qui sont particulières. Et il y a un tel besoin aussi des entreprises que, au fond, ils recherchent aussi à trouver une adaptation, alors bien sûr dans leurs contraintes de contrat et de marché, en fonction des personnes qu'ils ont devant elles, de lever les freins sur le lieu où on va exercer par rapport à son domicile aussi. Quand il faut rentrer tard le soir et qu'il n'y a pas de moyens de transport, il faut mieux rechercher des candidats sur place pour limiter aussi les frais financiers, les temps de déplacement et trouver des candidats. Donc tous ces éléments, les entreprises de sécurité l'ont vraiment intégré. Moi, j'ai commencé à travailler le dossier en été 2022 et on a vu tout le cheminement de la profession pour aussi prendre en compte et ne pas être juste à dire on ne trouve pas de candidats, nos métiers ne sont pas valorisés, et au fond faire aussi une partie du chemin vers les candidats pour attirer et pour fidéliser. On posera des questions dans un instant à Thibaut Dublanchet qui est avec nous, qui a une société de sécurité justement. On parle de qualification aussi, ce qui est important. On parlera avec vous du savoir-être, Thibaut, parce que ça c'est intéressant aussi quand on est en face finalement des clients, des gens, des populations. Donc là aussi il y a quelque chose à voir là-dessus, mais sur les qualifications qui sont nécessaires. Ça aussi c'est, on a l'impression que finalement on n'a pas besoin de son bac, on n'a pas besoin d'avoir d'expérience ou d'expertise. Si, dans l'absolu, d'une manière ou d'une autre, on ne demande pas d'avoir un bac ou plus 7, mais certaines qualifications quand même. Alors on a formé près de 25 000 personnes. Parmi elles, il y avait 19 000 demandeurs d'emploi qui majoritairement se sont formés à ce qu'on appelle un titre. C'est reconnu par le ministère du Travail et ça donne une véritable qualification pour accéder au métier. On a pu aussi former, et ça a beaucoup contribué à modifier l'image de la profession, un premier niveau de qualification qui permet d'exercer les premiers gestes sur les grands événements, qu'on appelle le certificat de qualification pour gérer les grands événements, et qui permet, intégré au sein d'une équipe, d'avoir une première activité dans ce secteur. Et ça a été aussi un vecteur d'avoir des profils différents, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui montraient aussi une image diversifiée de ce métier. Donc à la fois le certificat de qualification, maintenant que c'est terminé, on peut compléter pour aller vers le titre. Et donc il y a 15 jours de complément qui peut être donné à celui qui a passé ce premier ticket d'entrée. Et puis les autres ont eu un titre et peuvent aussi continuer à développer, par exemple sur de la vidéosurveillance, sur aussi le complément sur la sécurité, la prévention et l'incendie. Donc voilà, il y a aussi des modules complémentaires. Et nous, ce qu'on observe, et c'était pas gagné au début de cette aventure, si je puis dire, c'est que parmi les 21 000 personnes qui ont travaillé, très peu sont sans emploi. Aujourd'hui, c'est 1500 personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Donc c'est montrer aussi comment, au fond, les sociétés qui ont joué le jeu des JO ont trouvé aussi d'autres contrats et pérennisent les emplois. Et puis après, si les gens vont travailler dans d'autres sociétés, ils sont libres aussi de leur parcours. Donc ce rebond qu'on envisageait pour les personnes peut-être un peu loin de l'emploi et qui s'imaginaient pas dans cette profession, il a véritablement été réalisé. Alors, vous bougez pas, on revient dans un instant. On va faire une petite pause avec Thibaut Dublanchet dans quelques instants, dirigeant de la société ACA Sécurité, puisque là, on sera vraiment sur l'opérationnel, sur tous les points. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite. Une bonne nouvelle dans les vraies voies de l'emploi, puisque la filière des agents, en tout cas de sécurité, on ne les appelle plus vraiment comme ça, mais on recrute à tour de bras et on est très content et vous allez voir qu'il y a certainement des opportunités pour vous. Nadine Crigny est avec nous, directrice régionale de France Travail. Thibaut Dublanchet, dirigeant de la société ACA Sécurité. Dans quelques instants, Juliette Troquier, directrice générale de la BSPR. Alors c'est intéressant en tout cas d'avoir Thibaut Dublanchet. Merci beaucoup d'avoir accepté
notre invitation. On va parler aussi un petit peu des Jeux Olympiques parce que on a vu à l'aube des Jeux Olympiques que la première chose qui pêchait parmi d'autres, c'était la sécurité. Comment sécuriser ces Jeux Olympiques. Ce qui est intéressant chez vous, c'est finalement vous étiez avocat. Aujourd'hui, vous travaillez dans la sécurité. Le gap, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Une opportunité? Une opportunité, exactement, une opportunité incroyable qui s'est présentée bien avant que je sois avocat, puisque j'ai commencé la sécurité privée en 2007, à 18 ans, lors de la Coupe du Monde de rugby qui avait lieu en France. En tant qu'agent? En tant qu'agent, absolument. À 18 ans, en tant qu'agent, j'étais en terminale. À l'époque, la profession n'était pas réglementée, c'est-à-dire qu'il fallait pas avoir de titre pour être agent de sécurité. Et du coup, contrairement aux idées reçues, la profession du coup cherchait déjà à s'orienter vers des gens qui avaient un profil accueillant, qui étaient capables d'accueillir des célébrités, un savoir-être, exactement, un savoir-être, un savoir-faire et un savoir-être, mais surtout un savoir-être. En effet, c'est extrêmement important dans la sécurité, notamment événementielle. Et donc du coup, je suis rentré dans la sécurité par ce biais-là. J'ai après, bien évidemment, effectué la formation et continué en parallèle mes études de droit. Ce qui vous a permis de comprendre le terrain, les difficultés, les enjeux. Absolument. C'est un métier, comme vous l'avez dit, qui est tourné 100% vers l'humain. Et c'est un métier, du coup, si on veut le comprendre, il faut le pratiquer. Parce que être debout 5 heures, 6 heures, travailler sous la pluie ou travailler dehors au soleil, quand on l'a pas fait, c'est très difficile de dire à quelqu'un c'est facile, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Alors que quand on l'a fait, on comprend mieux, du coup, évidemment, les problématiques. Alors, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on n'est pas un planton, en fait. Non. C'est-à-dire que vous êtes au contact de personnes qui sont parfois ou de mauvaise foi, ou voilà, d'où l'importance du savoir-être, c'est-à-dire gérer l'humain soi-même, mais l'autre aussi. C'est gérer l'autre, c'est gérer l'espace dans lequel on travaille, les contraintes professionnelles qu'on nous impose, la météo, la pression, l'urgence, parfois. L'urgence, exactement, parfois, des demandes qui peuvent parfois être étrange. Voilà. Donc c'est un métier de relation. C'est un métier humain, c'est un métier d'accueil, c'est un métier passionnant, qu'on le fasse à plein temps ou qu'on le fasse à côté de ses études ou à côté d'une autre profession qu'on peut faire. Alors après, vous avez décidé de monter cette société. Aujourd'hui, vous travaillez beaucoup dans le sport, avec que ce soit le LOSC ou le PSG. Ou, voilà. Est-ce que c'est un caractère particulier? Parce que là, on est dans des ambiances de supporters, donc des gens un peu survitaminés parfois, donc ça demande des capacités autres. Oui, ça demande des capacités autres, ça demande des capacités d'adaptation. Évidemment, c'est le travail de la société, de l'entreprise, de mettre au bon poste le bon agent. Oui. Évidemment, si on est devant une entrée VIP, on va plutôt mettre un personnel féminin, un personnel plus jeune, accueillant, souriant, avec une tenue irréprochable, avec des notions d'anglais par exemple. Alors que si on est dans une tribune de supporters, dans un virage au Parc des Princes, on va mettre des profils évidemment beaucoup plus adaptés à ce type de poste. Aujourd'hui, la profession, vous l'avez dit, a évolué, changé. En quoi elle a changé? C'est-à-dire que ça veut dire que c'est plus encadré. Nadine Crinier, vous pouvez répondre aussi, mais c'est beaucoup plus encadré aujourd'hui. C'est moins le tout venant, si je puis dire. Absolument. La profession, elle a changé à deux niveaux. Le premier, c'est au niveau réglementaire, évidemment. C'est beaucoup plus difficile maintenant d'être agent de sécurité que ça l'était il y a 15 ans, tout simplement parce qu'il y a 15 ans, il fallait absolument aucune qualification. Il n'y avait pas d'enquête administrative effectuée au niveau des agents de sécurité. Donc du coup, bien évidemment, il y a des barrières à l'entrée, mais c'est des barrières qui sont venues apporter de la qualité sur la profession. La deuxième chose, c'est les attentes du client qui ont changé. Maintenant, les clients, que ce soit le Paris Saint-Germain ou un bailleur social ou une entreprise pour des bureaux, veut du résultat. Et il veut un agent de sécurité qui soit accueillant. Oui. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. L'image a changé. On n'est plus. C'est-à-dire qu'on arrête de faire la gueule, en clair. On arrête, exactement. On dit bonjour monsieur, on dit bonjour madame. Oui, c'est ça. Alors évidemment, le corollaire, c'est qu'on appelle les agents des agents de sécurité, comme vous l'avez fait, et je vous en remercie, et non pas des vigiles. Oui. Mais du coup, en effet, ce que veulent les clients, c'est des agents qui soient capables aussi d'orienter, qui
soit capable d'accueillir. On veut plus des agents on veut plus l'agent qui fait peur, qui n'est pas souriant et qui reste dans son coin. On dit souvent c'est comme l'accueil, hein, c'est les premières personnes qu'une entreprise voit, qu'un stade voit, que voilà, c'était important. Quand vous avez Nadine Crinier travaillé sur ce sujet des agents de sécurité pour les JO, est-ce qu'il y avait un cahier des charges à la base où on était tellement finalement dans l'urgence qu'il a fallu aller chercher, et comment vous êtes allé chercher tous ces gens-là? C'est combien de personnes? Plus de 50 000? Alors l'urgence, déjà on a préparé à partir de septembre 2022. Oui. Donc on avait pris un peu d'élan. Et même donc si c'est court, sur le papier c'était court bien quand sûr, même. Bien sûr. On a présenté les métiers de la sécurité à un peu plus de 180 000 personnes pour en former 25 000. D'accord. Donc ça a été un travail assez fin. Le but c'était de former pour travailler et de pas avoir des gens qui après la formation n'avaient pas envie de travailler. Mais quand donc c'est extrêmement important. Quand vous les avez présentés à ces 180 000 personnes, vous les avez fléchés sur quels soft skills par exemple? Alors déjà, il faut savoir qu'avec la loi sécurité de mai 2022, il y a des critères administratifs. Il faut avoir 5 ans de présence sur le territoire français. Parler français. Voilà, parler français avec un niveau B1 parce qu'il y a aussi de l'écrit en sécurité. Et puis il faut pouvoir guider les personnes, donc il faut maîtriser aussi la langue française. Il y a du réglementaire qui est extrêmement important parce que les autorités de contrôle aussi vérifient un certain nombre d'éléments. Et puis on vit dans une société où la sécurité devient un enjeu, un véritable enjeu. Donc tout ça a contribué à la transformation. Donc on expliquait aux personnes tous ces critères, ne pas avoir eu affaire avec la justice, et il y avait une autorisation préalable par le CNAPS, qui est une autorité d'État, qui vérifie l'ensemble des éléments d'éligibilité. Donc ça, c'est un premier élément. Le Conseil national des activités privées de sécurité. C'est ça, tout à fait, avec un préfet qui est à sa tête et qui gère tous ces éléments. Donc on a travaillé avec le CNAPS, cette autorité en grande proximité, pour avoir des délais très courts de réponse aux personnes. Parce qu'une fois que vous avez convaincu quelqu'un, il fallait former très vite et mettre à l'emploi très vite pour éviter de perdre les personnes, parce qu'on n'allait pas fermer 25 000 personnes au mois de juin pour le mois de juillet. Donc ça, ce sont des éléments de complexité importants. Concernant les femmes aussi, on a formé 40% de femmes. Il y a 30%, un peu plus de 30% qui ont travaillé durant les Jeux. Oui, c'est quoi les moyennes d'âge? Alors les moyennes d'âge, il y avait tout âge confondu. Parce que c'est propice à la reconversion. Le profil, c'était plutôt 35-40 ans sur les grandes masses. D'accord. Et on avait parmi les 25 000, 4 500 étudiants, donc là plutôt moins de 25 ans. Et on a eu un peu plus de 500 retraités aussi qui ont travaillé durant les Jeux. Donc ça a donné cette composition assez intéressante et où tous les usagers aussi se retrouvaient. Moi, ce que j'entendais quand j'ai pu aussi me déplacer, au fond, chacun retrouvait un peu son profil dans les gens présents sur les grands événements. Moi, ce que je retiens aussi, c'est une grande fierté. Il y a des personnes qui étaient demandeurs d'emploi, qui, lors des premiers jours, ont pu arrêter... Attention au micro. ont pu arrêter des personnes qui allaient envahir un stade, le Stade de France. Voilà, ils ont pu agir tout de suite. Donc, ça a donné aussi un sentiment de fierté, du sens dans cet engagement qu'ils avaient pris de se former et de travailler, qui était pour eux quelque chose d'inégalé dans redonner confiance et envie d'exister différemment. Thibaut Dublanchet, dirigeant de la société AK Sécurité, vous faites partie, je crois qu'entre 40 et 48 entreprises de sécurité qui ont été mises en place pour les Jeux Olympiques. Vous étiez à Villeneuve-d'Ascq ou à Paris ou... On était à Villeneuve-d'Ascq, absolument, Stade de France, Parc des Princes, Roland-Garros, Paris La Défense Arena, Concorde. On a fait la cérémonie d'ouverture paralympique, et c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Ça veut dire qu'il a fallu que vous vous structurez, puisque forcément on vous a demandé combien d'agents vous de votre côté. Alors pendant la quinzaine des Jeux Olympiques, on a fait travailler à peu près 1000 agents par jour différents sur Paris et 200 agents par jour différents dans le Nord, donc 1200 agents jour.
de sécurité. Allez, on va en parler dans un instant. On fait une petite pause. Malheureusement, je suis désolée, c'est la pub, c'est comme ça. On n'y peut rien. Sans eux, on n'est pas grand-chose. Allez, vous restez avec nous. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. Vous êtes un agent ou vous souhaitez un jour, en tout cas, passer le pas. Vous êtes les bienvenus. On vous attend jusqu'à 20h. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi ce soir consacrées aux agents de sécurité, entre autres, avec nos invités Nadine Crinier qui est avec nous, directrice régionale de France Travail, Thibaut Dublanchet, dirigeant de la société AK Sécurité. Dans un instant, Juliette Troquier qui est directrice générale de la BSPR. Je voulais revenir, bien entendu, sur cette situation, en tout cas pendant les JO et post-JO. Est-ce que Thibaut Dublanchet, en fait, vous avez été très étonné quand même des gens qui ont voulu vous rejoindre en disant voilà, d'abord on va vivre un événement dingue, vraiment au cœur de la machine, parce que quand on est agent de sécurité, on est vraiment au cœur de la machine, vivre des moments exceptionnels. Est-ce que ça a créé peut-être des vocations pour certaines personnes qui sont venues en disant on va là et qui finalement aujourd'hui décident de rester dans ce métier? Oui, absolument. Énormément de personnes ont été formées juste avant les Jeux Olympiques. Alors il y a eu en effet, comme l'a rappelé Nadine Crinier, des étudiants, des retraités. C'est des personnes qui, à l'origine, se sont dit on va peut-être faire que les Jeux Olympiques. Ouais. On va essayer de vivre l'événement Jeux Olympiques de l'intérieur, et c'était le cas pour eux. Et du coup, je pense qu'ils étaient satisfaits de ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une continuité. Il y a un réel héritage des Jeux Olympiques en France en matière de sécurité privée. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous pouvez pérenniser des carrières chez vous? Tout à fait, dans la mesure où il y a énormément d'événements qui ont lieu en Île-de-France. C'est le retour des événements. C'est vrai qu'en plus il y en avait plus ces derniers temps, donc là on y retourne là. Tout à fait, il y en avait plus tout simplement parce que les sites olympiques étaient les principaux sites de concerts et d'événements sportifs et culturels en France. Maintenant, ils sont de retour dans une configuration classique. Et donc, il y a eu Paul McCartney à Paris La Défense Arena, Mylène Farmer au Stade de France, etc. Et on voit que c'est des événements où, du coup, les personnes qui ont été formées pour les Jeux Olympiques continuent à travailler. Et donc, on continue à surfer sur la vague des Jeux Olympiques et évidemment à proposer des postes d'agents de sécurité à toutes ces personnes-là, ces personnes qui ont travaillé avec nous pendant les JO ou qui nous ont rejoints juste après, tout simplement parce qu'ils ont aimé leur expérience dans la sécurité privée et événementielle lors des Jeux Olympiques. Nadine Crinier, alors vous l'avez dit, il y a énormément de types et de sous-métiers à l'intérieur, de spécificités ou d'expertise. On n'est pas agent de sécurité dans un stade de foot comme on peut l'être par exemple dans le nucléaire. Est-ce que ça veut dire que ça demande des aptitudes particulières aussi et des formations particulières? Aujourd'hui en matière de formation, c'est quoi exactement? Alors aujourd'hui, les dispositifs de formation sont vraiment adaptés à toutes les conditions. Dans le nucléaire, il faut des habilitations spécifiques effectivement en sécurité, mais qui aujourd'hui se délivrent en complément de la formation sécurité. En 3-4 jours, vous pouvez avoir un certificat complémentaire pour avoir cette habilitation dans le nucléaire ou dans d'autres activités, la cybersécurité aussi. Mais là, on est sur des profils, par exemple un étudiant qui a travaillé dans la sécurité, il continue ses études et il se dit pourquoi pas me former pour aller vers un bac+2, bac+3 en cybersécurité, ou en Île-de-France, on a beaucoup de demandes. C'est un métier là aussi très en tension. Mais la formation, c'est combien de temps ? Alors, la formation sécurité, premier niveau d'accès, c'est 5 semaines. D'accord. Et puis après, il y a des parcours selon l'envie d'aller plus loin. Il y a des gens qui deviennent chefs d'équipe, il y a des personnes qui passent en télésurveillance, d'autres qui font des interventions aussi. On a aussi une grande activité en Île-de-France avec la sécurité aéroportuaire. Et là, on est à nouveau sur une qualification spécifique. Et donc France Travail accompagne tous ces projets de formation pour habiliter selon les secteurs, les métiers. Les personnes peuvent aussi mobiliser leur compte personnel de formation, le CPF. Donc il y aura de grandes opportunités, y compris en 2025, où on a un programme de formation assez diversifié dans tous les métiers de la sécurité. Et qui pourront permettre aux personnes de rejoindre ce secteur. Un peu plus de 4000 places sont déjà projetées pour 2025. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. 0826 300 300, bonsoir. Oui, Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe. Oui, bonsoir. Témoignage, vous êtes un agent de sécurité ? Oui, voilà. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans.
Et c'est une vocation ou vous êtes tombé là par hasard parce que, comme certains parfois... Je sortais de l'armée, j'ai cherché du travail. Oui. J'ai trouvé dans la sécurité en magasin. Et j'ai fait ça tout le temps. Depuis 93, j'y suis. Et j'imagine que la profession a largement évolué aujourd'hui? Oh oui, en bien. En bien? Sur Comme disait quel... monsieur tout à l'heure, voilà, sur l'administratif et tout, on peut plus rentrer comme ça dans la sécurité, il faut des formations, il faut un casier judiciaire vierge. Voilà, tout ça, ça a évolué et c'était un bien fou pour la sécurité. Sur la reconnaissance aussi, peut-être? On a du mal encore. Hein. Ah, on a du mal. Comme tout à l'heure, on est le premier personnel qui moi je fais un magasin, les clients ils rentrent dans le magasin, ils me voient en premier. Bah, si je dis pas bonjour, ils me disent pas bonjour. Hein. Oui, mais ça c'est une question d'éducation à la base. Bonjour, mais ça c'est le français, Oui. Moi, je dis bonjour madame, bonjour monsieur, ils ne répondent même pas des fois, voilà. Envoyez-les-moi, Jean-Philippe, je vais les redresser. Voilà. Ça a évolué quand même, ça a évolué. Ouais, quand on écoute Jean-Philippe Nadine-Crinier, est-ce que c'est finalement comme les pompiers, quand on met à un moment donné sur son CV, quand on change de métier et qu'on met qu'on a été agent de sécurité, ça apporte quelque chose de plus, j'imagine? Alors moi je pense que agent de sécurité ça apporte quelque chose de plus. Agent de sécurité durant les JO c'est aussi un complément par rapport à cette notion d'engagement. Et puis agent de sécurité, enfin toutes les qualités liées à l'analyse de son environnement, les qualités relationnelles, on en a largement parlé, mais aussi s'adapter avec des conditions de travail différentes, des milieux qui peuvent être très ouverts à des populations avec du flux, mais parfois aussi quand vous êtes dans un bâtiment de nuit, vous travaillez seul avec des rondes. Donc tout ça, ce sont des qualités très différentes qui peuvent se valoriser bien sûr dans les métiers de sécurité, mais ailleurs dans l'entreprise. Ce sont des soft skills, des savoir-être qui sont aujourd'hui demandés à peu près partout. Donc après, il faut trouver la bonne clé, le bon réseau pour pouvoir continuer d'évoluer, soit dans cette profession ou dans une autre. Mais les qualités sont réelles et je pense que les JO contribué aussi à cette transformation positive de l'image de la sécurité. Merci beaucoup Jean-Philippe. Thibaut Dublanchet, dirigeant de la société ACA. Aujourd'hui, vous avez des propositions rentrantes. Comment ça se passe? Est-ce que finalement, ce que vous avez vécu fait que ces gens vont rester? Est-ce que ce sont des gens qui sont plutôt des vacataires? Comment ça se passe? Alors nous, on travaille principalement... La société fait 90% de son activité dans l'événementiel. Et donc, du coup, par définition... Donc, il y a une régularité il y a une régularité tout à fait dans l'événementiel. Cependant, il y a peu de CDI. C'est surtout des CDD à la vacation ou à la mission. Je prends par exemple Roland Garros. Roland Garros, on fait la sécurité... lors des internationaux de tennis depuis 14 ans. Le tournoi dure 3 semaines en comptant la semaine de qualification. Et donc, si les agents veulent travailler avec nous sur Roland Garros, ils signent un contrat pour 3 semaines. D'accord. C'est toujours les mêmes parce que j'imagine qu'on apprend des choses, on apprend les codes finalement de Roland Garros, on apprend les codes du PSG, j'imagine que c'est toujours les mêmes. Alors, il y a de tout. Il y a des agents qui sont là depuis 13 ans avec nous. D'ailleurs, je les en remercie s'ils nous écoutent. On les embrasse. Et on les embrasse. Il y a des agents qui sont là depuis 3-4 ans. Oui. Et puis, il y a des agents qui viennent d'arriver cette année. Mais il y a des codes en fonction des entreprises avec lesquelles ou des événements avec lesquels vous travaillez? Oui, tout à fait. Alors, ils ont des formations parfois. Alors sur Roland Garros, on leur fait évidemment des briefs. Ils ont des fiches de poste. Ils ont un carnet de suivi qui leur permet de comprendre qui fait quoi au sein du tournoi, comment fonctionnent les accès, comment arriver au site, comment se comporter, où s'habiller, où se changer, etc., etc. Et évidemment, ça change selon les sites. Après, de manière générale, il y a quand même une culture de la sécurité événementielle qui fait que si un agent a déjà fait des missions en sécurité événementielle au Parc des Princes, s'il se rend au Stade de France, il y a quand même des similitudes, il y a quand même Mais ils sont reformés assez régulièrement, justement pour des remises à niveau. Alors, il y a une remise à niveau réglementaire qui est obligatoire, qui fait que tous les 5 ans, ils doivent refaire une formation de 2 jours, plus une formation d'une journée pour secouriste au travail, qui fait que évidemment ils ont un maintien d'une part réglementaire, qui permet aussi de remettre un petit peu
connaissances, on va dire, pratiques et techniques sur ce qu'ils font. Par ailleurs, sur chaque événement, évidemment, avant le début de la prestation, il y a un briefing qui est effectué par le coordinateur au chef d'équipe, puis du chef d'équipe aux agents, et qui rappelle les spécificités de la mission. Oui, c'est ça. Au niveau salaire, parce que ça c'est important aussi au dernier moment, combien ça aujourd'hui, enfin je sais que ce sont des vacations, mais oui, on peut imaginer quoi comme type de salaire ? Parce que ça aussi, c'est important quand même. Alors, le salaire joue beaucoup si, par exemple, vous travaillez la nuit, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Si vous travaillez la nuit, la convention collective prévoit que c'est 10% en plus. Si vous travaillez le dimanche, c'est 10% en plus. Donc, si vous travaillez le dimanche soir, par exemple, c'est donc du coup 120%. Ah oui, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Les jours fériés sont payés double. Et il y a différentes types de primes qui peuvent être versées selon le type d'exercice. Lors des Jeux Olympiques, les agents étaient payés 13,50 € brut de l'heure, auquel il faut rajouter 10% de précarité et 10% de congés payés. Donc on arrivait à peu près à 13,20 € net de l'heure, ce qui est quand même bien au-dessus du SMIC, hein, qui était à ce moment-là à 11,65 brut, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, et venez s'ajouter à ça, donc la nuit, le dimanche, etc. Au final, les agents, lors des Jeux Olympiques, étaient relativement bien payés. Et très contents parce qu'ils vivaient un événement assez magique. Absolument. Merci beaucoup. On fait une petite pause, on revient dans un instant avec Juliette Troquier, directrice générale de la BSPR, structure spécialisée dans la sécurité résidentielle. C'est nouveau, on va tout vous expliquer. À tout de suite. Les vraies voix de l'emploi sur la sécurité privée, avec autour de cette table Nadine Crigné, directrice régionale de France Travail, Thibaut Dublanchet, dirigeant de la société AK Sécurisé. Sécurité, je vais y arriver. Juliette Troquier, directrice générale de la BSPR, la structure spécialisée dans la sécurité résidentielle. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un peu nouveau quand même, cette façon finalement de parler, de traiter de la sécurité privée. Vous parlez de la sécurité résidentielle, c'est-à-dire que vous proposez des services résidentiels, mais pas que, un peu plus large aussi. Oui, alors en fait, on est parti du constat avec mes deux associés que les Français placent la sécurité au cœur de leurs préoccupations aujourd'hui. On a un sondage au Doxa Fiducial qui est sorti juste au sortir des Jeux Olympiques. 82%. Exactement, qui place donc la sécurité au cœur de leurs préoccupations. Et le deuxième constat, c'est aussi cette question qui a déjà été évoquée de la proximité. Les gens ne veulent pas une sécurité complètement décorrélée de leur vie quotidienne. On voit se développer les notions de sécurité au travail, de sécurité dans les transports. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a aussi un besoin dans le lieu qui est le plus intime que l'on connaisse, c'est le chez soi. Et il y a pas vraiment de réponse à ces besoins et à ces dysfonctionnements qu'on peut rencontrer quand on est chez soi. Alors les dysfonctionnements, ils sont de plein de types différents. Ça peut être de la nuisance sonore avec le voisin qui met la musique un peu trop forte, ou celui qui va laisser traîner ses ordures dans les parties communes, jusqu'à des problématiques un peu plus compliquées, notamment, je pense, aux occupations massives ou aux dégradations des parties communes, dans les halls d'immeubles, dans les caves, etc. Alors soyons clairs, vous ne substituez pas de la police, hein, pas du tout. Hein, ça n'a rien à voir. On souhaite vraiment s'intégrer par contre dans ce qu'on appelle le continuum de sécurité, mais nous on reste vraiment dans le cadre d'emploi des agents de sécurité privés, qui est en fait le cadre de tout citoyen qui peuvent intervenir pour faire de la surveillance au titre des prérogatives qui sont prévues dans le code de la sécurité intérieure, mais avec une certaine proximité que les services de police n'ont plus les moyens aujourd'hui forcément d'offrir aux citoyens, et donc on souhaite pouvoir offrir ce service dans tout type de logement et d'hébergement, qu'ils soient occupés ou non. Donc les logements, les hébergements. Alors mais c'est pas que du privé, hein, c'est aussi de la santé, de plein de choses différentes. Exactement. Hein. Donc ça peut être dans du logement social, chez les bailleurs sociaux, dans des copropriétés privées, mais aussi à l'hôpital, puisqu'on sait qu'il y a des problématiques de sécurité aussi dans les hôpitaux, dans les hôtels, dans les structures touristiques. Aujourd'hui, on peut rencontrer des problèmes de sécurité dans tous les lieux où on peut se considérer comme étant chez soi pour une nuit ou pour
pour sa vie. Donc c'est l'objectif de notre entreprise, c'est vraiment d'offrir ce service à un panel de clients assez large. On souhaite aussi l'élargir à tout l'environnement direct de ces logements et des hébergements, et notamment à tout ce qui est commerce en pied d'immeuble, qui peuvent aussi connaître ces difficultés de regroupement massif, d'occupation abusive de parties communes, etc. Il y a un côté social aussi, puisque vous mêlez la sécurité privée au social, la relation, la discussion, la gestion finalement de l'humain, encore une fois, ce dont on parlait tout à l'heure, est aussi importante. Oui, complètement. On souhaite vraiment être pionnier dans proposer un service innovant socialement déjà, puisque on aura donc des équipes d'agents de sécurité mobile qui se déplaceront en fonction des besoins des clients, et on adjoindra à ces agents de sécurité privés, aussi agréés par le Centre national des activités privées de sécurité, des équipes de médiateurs sociaux qui seront donc des équipes complètement différentes de celles des agents de sécurité. Ils n'interviendront pas en même temps, mais ils pourront intervenir de façon complémentaire, parce qu'on ne règle pas les difficultés qu'on rencontre dans ce logement de la même façon en fonction de la problématique rencontrée. Il faut apaiser parfois. Parfois, voilà, on a besoin de dialogue, on a besoin d'écoute active, et ça, c'est la formation des médiateurs sociaux. C'est pas forcément la fonction d'un agent de sécurité qui, lui, va plutôt avoir une posture d'autorité pour mettre fin à un trouble, là où le médiateur va plutôt avoir une posture de discussion, de désamorçage, et aussi pour assurer cette fonction de proximité, enfin cette recherche de proximité et de rassurance des populations dans leur logement. Mais qui va vous mandater aujourd'hui? C'est les résidents, les propriétaires, les bailleurs sociaux, tous ces gens-là, c'est eux qui vous mandatent? C'est ça. Très concrètement, à cette innovation sociale, on associe une innovation technologique avec un centre des opérations et de supervision des opérateurs. Et lorsque vous êtes client de la BSPR, donc bailleur social, le syndic de copropriété, l'hôtel, etc., vous disposez d'un numéro de téléphone, d'une application, vous sollicitez notre centre des opérations, vous avez un opérateur qui vous répond. Donc là déjà vous appelez, vous avez quelqu'un qui vous répond. Déjà c'est aussi une marque de proximité. Et en fonction de et de sécurité surtout. Exactement. et en fonction du besoin que vous décrivez, l'opérateur va envoyer plutôt une équipe de médiateurs ou plutôt une patrouille d'agents de sécurité qui sont disponibles sur le terrain de façon mobile les uns les autres. Alors pour ceux qui nous écoutent, quelle formation, quel type de personnel, qui seront ces gens? Est-ce qu'ils doivent déjà être dans le social? Est-ce que vous allez les former à ça? Parce que gérer du conflit, c'est toujours un peu compliqué. On en parlait tout à l'heure. C'est toujours un peu difficile. Donc, quel type de personnes sont capables de ça aujourd'hui? Alors, pour les agents de sécurité mobile, on va rechercher forcément des profils de personnes qui ont une appétence pour la sécurité mobile déjà, justement, de façon un peu différente d'un agent de sécurité qui va effectuer des rondes sur un site. Là, c'est vraiment l'objectif de se déplacer sous forme de patrouille dans différents sites. Au-delà de ça, il faut aussi des gens qui ont une appétence pour l'échange, pour la discussion. Et pour nous, c'est très important sur la partie sécurité privée, ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle, avec un rappel des règles en termes de déploiement, comment on se déplace dans des grands ensembles immobiliers. On se déplace pas de la même façon dans ce type de site que dans un magasin, que pour de l'événementiel. C'est très particulier. Donc pour ça, on aura un encadrement intermédiaire qui fera un rappel des règles, au-delà de toutes les formations obligatoires qui ont été rappelées par mon collègue. Ouais. Et aussi une formation très importante pour nous sur l'aspect juridique. Il faut absolument que les agents connaissent bien leur cadre d'emploi. Ce qu'on a le droit de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. On n'est pas des forces de l'ordre. Quand on rencontre des difficultés qu'on n'est pas en mesure de gérer juridiquement, il faut savoir se désengager. Et donc, pour nous, c'est très important. La formation théorique est tout aussi importante que la formation pratique. Ça, c'est sur la partie sécurité. Sur la partie médiation, là, on va être plutôt sur de la médiation. Alors, de la médiation sociale, résidentielle, c'est-à-dire avec des profils qui ont vraiment une appétence pour désamorcer les conflits, pour l'échange et pour la résolution de conflits par le dialogue. Et donc là, sur ça, on a des formations spécifiques. On va être accompagné aussi par des médiateurs qui donnent. On a des cours de formation, enfin des formations en matière de médiation même à l'université. Et donc on est plutôt sur des profils d'étudiants ou diplômés en sociologie, en psychologie, qui ont vraiment cette volonté de l'échange et du partage avec
avec leurs pairs. Et du terrain. Merci beaucoup Juliette Troquier d'avoir été avec nous, directrice générale de la BSPR, structure spécialisée dans les sécurités résidentielles. Merci beaucoup Thibaut Dublanchet, dirigeant de la société ACAS Sécurité. Merci beaucoup Nadine Crinier d'avoir été avec nous, directrice régionale de France Travail. C'est peut-être France Travail qui vous enverra en tout cas des profils et de la médiation sociale quand il y a une baguette de pain ou des gâteaux. Je le vis tous les jours avec Philippe David. Je suis obligée de faire de la médiation, c'est-à-dire que dès qu'il y a de la nourriture, je suis obligée de négocier. C'est pour ça que vous m'appelez Culbuto. Exactement, c'est absolument pour ça. Voilà. Dans un instant, le ballon plutôt. Le ballon, les vraies voix du foot avec évidemment Guy Carlier, Emmanuel Galasso et Maxime Sena. On va commencer par Mbappé. Est-ce qu'il vous a convaincu dans son interview? Il a donné une interview d'1 heure. Est-ce qu'il vous a convaincu? Il a parlé de tout, de l'équipe de France, de Stockholm, du brassard de capitaine. On attend vos appels au 0826 300 300. On parlera ensuite de Salzbourg PSG ce soir en Ligue des Champions, match à haut risque pour le Paris Saint-Germain. On parlera de Brest qui reçoit le PSV Eindhoven. Ça peut être la fête ou la déroute pour les Bretons et des autres matchs. Et on conclura avec la Coupe du Monde des clubs. Le tirage a eu lieu, mais on ne connaît pas cette compétition et on vous pose cette question sur Twitter. La Coupe du Monde des clubs est-elle la compétition de trop? Vous voulez réagir? Twitter et le 0826 300 300. Et nous, je crois qu'on se retrouve demain 17h. Absolument, avec les gâteaux, etc. Bien évidemment. Merci en tout cas, merci de votre fidélité aux vraies voix. Passez une très belle soirée. J'embrasse notre équipe formidable. Et puis on se retrouve demain. Passez une belle soirée. Salut, à demain.